Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu autour d'un sujet qui fait grand bruit depuis 1 an et 4 mois aujourd'hui. Depuis les attaques du 7 octobre, les attaques criminelles, assassines, génocidaires du Hamas, une campagne de grande ampleur a été menée pour présenter la contre-offensive israélienne à Gaza comme un génocide. Cette accusation n'est pas uniquement portée par l'extrême gauche, l'islamo-gauchisme. Cette campagne est soutenue par des gouvernements étrangers, des organisations internationales, les médias et même certains élus américains et européens, si ce n'est français. Mais pourquoi? Ce n'est pas simplement parce que les actions d'Israël à Gaza ne répondent pas aux critères juridiques du génocide. C'est aussi parce que d'autres guerres contre une seule population, par exemple celle qui fut en Syrie avec Bachar el-Assad contre les sunnites syriens, celle du Parti communiste chinois contre les Ouïghours musulmans, tout cela ne suscite point la même indignation. On peut donner d'ailleurs un nom à ce double standard, l'antisémitisme. Le génocide a une définition juridique. Pour que les actions d'Israël répondent aux critères juridiques du génocide, on doit présenter des preuves de plus qu'un nombre élevé de victimes ou la destruction de biens. Selon les Nations Unies, le génocide requiert l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Comme l'ont clairement indiqué les responsables israéliens, leur intention à Gaza se veut d'éliminer la capacité militaire opérationnelle du Hamas, mais aussi son hégémonie politique, rapatrier les otages. Mais nous le savons bien, le Hamas a, quant à lui, cependant ouvertement déclaré son intention d'anéantir Israël et le peuple juif. On n'a qu'à lire sa charte, dont je vous en tiendrai dans une autre émission. Tout d'abord, tout débat sérieux sur le génocide nécessite, bien évidemment, de comprendre les victimes à Gaza, car savoir ce que Israël cible et comment. Cela seulement détermine la légitimité de l'effort de la guerre. La seule source de données sur les nombres de victimes est ce soi-disant ministère de la Santé de Gaza, contrôlé, comme de bien entendu, par le Hamas. Et celui-ci rabâche et réaffirme que plus de 70% des plus de 30 000 personnes qui sont mortes, eh bien, d'après eux, sont des femmes et des enfants. Malgré les preuves de plus en plus nombreuses que les chiffres de ce ministère fantoche sont statistiquement impossibles, il continue d'être légitimé, entendez bien, par certains gouvernements européens, certaines parties de la gouvernance américaine à l'époque de Biden, et largement diffusé par les médias grand public. Ils ont même été utilisés pour discréditer les propres statistiques des forces de défense israéliennes sur les combattants du Hamas éliminés. John Spencer, ce spécialiste de la guerre urbaine à West Point, a déclaré à plusieurs reprises que les précautions prises par Israël pour empêcher les civils d'être blessés ou tués tout au long de cette guerre, y compris lors du raid qui eut lieu contre l'hôpital Al-Shifa et au cours duquel l'armée israélienne a tué ou capturé des centaines de combattants du Hamas, c'est-à-dire des terroristes, des assassins, des criminels. Bien, Monsieur Spencer dit que non seulement cette mise en garde, cette précaution, non seulement surpasse celle de n'importe quelle armée de l'histoire, y compris la leur, c'est-à-dire l'américaine, mais vont bien au-delà de ce qu'exige le droit international. Mais enfin, c'en est trop, comme de bien entendu. Comment les Juifs pourraient-ils être donc aussi ces victimes uniques dans l'histoire de l'humanité avec la Shoah, et ces hommes si emplis d'une morale qui dépasserait l'entendement des humains lambda? Allons donc. Israël a-t-il commis des erreurs
au service de ses objectifs. Certes, la mort accidentelle de ces 7 travailleurs humanitaires de la World Central Kitchen est une tragédie et les autorités israéliennes ont tenu pour responsables ceux qui ont joué un rôle. Mais enfin, avons-nous imaginé, excusez de la métaphore, faire une omelette sans casser des œufs? Car telle est la réalité de toute guerre. On commet des erreurs de calcul, on tue les mauvaises personnes, et même à l'intérieur des forces israéliennes, il y a ce que nous appelons doutz dadi, c'est-à-dire que des forces israéliennes en arrivent à tirer sur d'autres forces israéliennes parce qu'il y a la fumée, parce qu'il y a je ne sais quel nombre d'éléments de guerre et de nature qui, quelquefois, empêchent les forces de se reconnaître entre elles, et malgré les moyens de communication qui sont les nôtres. Et c'est particulièrement vrai dans une guerre contre un ennemi qui s'implante stratégiquement dans des sites civils, dont le seul but est de maximiser le nombre de morts parmi sa propre population, ses crapules. Pourtant, cela n'a pas empêché les accusations généralisées contre Israël de cibler systématiquement les civils, disent-ils. Si certains ignorent peut-être les lois pertinentes, les conventions de Genève et d'autres éléments du droit international humanitaire, qui sont pourtant très clairs, la norme pour la mort de civils est le mot intentionnel, ce qui n'est en aucun cas celui des forces de défense d'Israël. Il y a une seule intention, d'éradiquer, d'annihiler la force militaire assassine, génocidaire, criminelle qui s'appelle le Hamas, avec tous ses collaborateurs et sa direction politique aussi. Aucune source crédible n'a présenté de preuve d'une prise pour cible délibérée par Israël de civils palestiniens. Ça leur ferait tellement plaisir à ces crapules. Ces distinctions sont importantes pour replacer les accusations de génocide dans le contexte de l'antisémitisme. On a inventé le terme génocide, vous vous rappelez, dans le but précis de nommer l'extermination systématique, la solution finale parrainée par l'Allemagne à l'encontre du peuple juif pendant la Shoah. La reconnaissance de la nature particulière de la souffrance juive a donné lieu à de fréquentes accusations. Comme il aurait si difficile à ces Européens de reconnaître leurs responsabilités, de reconnaître leurs crimes, en accusant Israël du même crime, ils se verraient, disent-ils, lavés d'un tant soit peu de cet opprobre, de cette accusation. Israël serait donc, d'après eux, aussi criminel que nous. Eh ben non! On accuse les Juifs de chercher à bénéficier d'un statut exclusif de victime, d'avoir utilisé la Shoah comme une arme pour isoler Israël de toute critique et de toute obligation morale, et d'avoir transformé, mes amis, le génocide nazi en une carte de sortie de prison gratuite. Cette manipulation de la Shoah et du concept de génocide relève de l'antisémitisme pur et simple, antisémitisme classique, selon la définition largement adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Le fait que les négationnistes utilisent entre autres cette accusation ne fait qu'aggraver l'ironie du problème. Le monde ne doit pas ignorer le plaisir sadique que prennent ceux qui accusent Israël de génocide. Mettons les choses au point. Il y a des justes des nations, mais il n'y a pas de nation juste. Tel est mon point de vue. Cette tentative vise à neutraliser le traumatisme juif afin de mener une guerre politique contre Israël, en posant une équivalence morale entre ce qu'on a fait aux Juifs à l'époque et ce que l'État hébreu fait aujourd'hui,
dans sa guerre légitimement défensive contre le Hamas nazi, on délégitime les atrocités de l'Holocauste. Les Juifs ne peuvent plus récolter les avantages illicites s'ils sont coupables. Avantages supposés accordés par leur histoire, en fait, la fausse accusation de génocide, et ce qui a permis aux critiques de continuer à excuser le terrorisme du Hamas comme un acte de résistance justifiable. Cela a aussi permis de profaner les devantures des magasins juifs avec des croix gammées, des insultes, de brandir des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Hitler serait fier » en toute impunité. On pouvait même lire du fleuve, le Jourdain, à la mer. Eh bien, il n'y aurait plus d'Israël si du fleuve à la mer, c'était la Palestine. Que nenni, mes amis, la Palestine est hébraïque, elle l'a toujours été, elle l'est toujours et elle le sera à jamais. Et les chers Palestiniens devront chercher un havre de paix ailleurs, dans un au-delà. Au cours du génocide rwandais des années 90, au moins 60% des Tutsis rwandais ont perdu la vie. Dans les années 70, les Khmers rouges ont assassiné environ 99% des Viettes cambodgiens. Les nazis ont assassiné plus des 2/3 des Juifs d'Europe. Le nombre d'Arabes résidant en Palestine sous mandat britannique en 1948, l'année de la création de l'État d'Israël, fait encore l'objet de débats houleux. Nul ne sait combien était-il. Même des sources palestiniennes admettent que la population palestinienne mondiale s'est multipliée par 9 depuis lors dans le monde. De ces gens qui se revendiquent comme. Le Hamas a commencé cette guerre en ciblant atrocement et délibérément des civils israéliens innocents, tuant, massacrant, brûlant, violant, égorgeant, éventrant. Cette tragédie n'est cependant manifestement pas un génocide légalement et moralement. D'après eux, suggérer qu'on observe cela constitue un autre crime d'antisémitisme contre le peuple d'Israël. Certains veulent croire qu'un malentendu existe entre les Arabes et les Israéliens dans la région, et que s'ils pouvaient trouver un compromis, tout ce bain de sang, eh bien, cesserait comme par magie. Mais comme Rome et Carthage, cela ne finira jamais, jamais, jamais ainsi. Israël a essayé à maintes reprises de trouver des partenaires responsables pour la paix. On se rappelle Camp David, etc., etc. Quand ils l'ont fait, ils ont accordé et ils ont coopéré pour cet Israël en paix et réalisé, en tout cas avec l'Égypte, la Jordanie, Bahreïn, les Émirats, le Soudan, le Maroc. Mais l'autorité palestinienne, l'ancien gouvernement de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, créée en 1964. Ah, c'est marrant, 1964. La Judée-Samarie était aux mains des Jordaniens et la bande de Gaza aux mains des Égyptiens. Alors, OLP, Organisation de libération de la Palestine, de quelle Palestine? En 64, lorsqu'elle est créée à l'hôtel intercontinental de Jérusalem-Est. Crapule. Cette autorité palestinienne n'a jamais été un tel partenaire comme les pays précités, et le Hamas ne le sera jamais, ni le Hezbollah, ni le djihad islamique, ni toutes les crapuleries de mouvements palestiniens qui existent de tout ordre, de toute couleur, de toute obédience. D'ailleurs, on s'en fout complètement. L'important, c'est de les éradiquer. Une telle offensive, telle qu'elle fut commise, pogromiste, terroriste, sous la forme d'une agression transfrontalière, s'est déroulée le 7 octobre. Elle n'avait pas pour but d'occuper un territoire, d'envahir Israël. Elle visait à meurtrir les forces de défense israéliennes, à massacrer autant de juifs non armés que possible, à prendre autant d'otages que possible et à pousser Israël à réagir de manière excessive. Ces Palestiniens, ces criminels
espérer ainsi révéler l'Israël génocidaire. Si vous pensez que cela ressemble à une victoire, à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire dont le résultat ne vaut pas le prix, ou le jeu n'en voudrait pas la chandelle, comme on dit, vous avez raison. Mais les Arabes de Syrie, d'Égypte ont attaqué en 1973 sur le même prémisse. Nous perdrons à la fin, certes, mais nous les ferons passer pour mauvais pendant un certain temps. Certains essaient de rejeter la faute sur le gouvernement de M. Binyamin Netanyahou pour avoir provoqué la division en Israël, mais ces voix sont pour la plupart, et à juste titre, minoritaires et étouffées. Les quelques réservistes de Tsahal qui ont refusé d'être mobilisés en signe de protestation sont tous, sans exception, sous les drapeaux et combattent aujourd'hui comme des lions, comme tous les soldats d'Israël. Israël est certes au cœur d'un débat incertain sur le type de pays qu'il veut être, mais ce n'est pas la raison pour laquelle le Hamas a agressé. Le Hamas a agressé parce qu'il voulait tuer du juif, bouffer du youpin, encore et toujours. Point barre. Israël doit établir un blocus total de Gaza. Ce minuscule bout de fléau démoniaque, ce cancer métastatique entre l'Égypte, Israël et la mer. Aucune nourriture ne doit leur arriver, aucun carburant, aucune aide humanitaire ne doit être fournie. Et ce jusqu'à la libération de tous les otages morts ou vifs. Et dans la seconde qui suivra cette libération, les forces aériennes et terrestres israéliennes déchaîneront le feu de l'enfer, aussi nourri que possible, afin d'éliminer systématiquement toute infrastructure du Hamas et tout terroriste, quel qu'il soit, dans la bande de Gaza. Des pertes civiles sont à prévoir sans aucun doute, mais n'oublions jamais qui soutient et maintient le Hamas au pouvoir, si ce n'est cette soi-disant population innocente. Il n'y en a aucune d'innocente. Que devrait-il se passer? Tous les hommes en âge de porter les armes, encore vivants à Gaza, de 16 à 65 ans, devront déposer leurs armes et se rendre pour être rapatriés dans le pays qui les acceptera. Leurs familles les suivront, toute la famille sans exception, et si jamais une résistance survenait, eh bien Tsahal l'éliminera d'abord, bâtiment par bâtiment, puis occupera ce no man's land. Elle ne sera plus jamais une autonomie, une enclave ou une base terroriste. Elle pourra devenir le plus grand et le plus paisible lieu de villégiature au lieu de devenir une ruine. Un avertissement pour ceux qui choisissent toujours la violence. Peut-être même cela pourra-t-il devenir une attraction touristique à moyen terme, comme disait Monsieur Donald Trump, nouveau président des États-Unis d'Amérique, une sorte de Riviera. Je termine en vous disant Gaza, comme Carthage, d'Elenda Est. Gaza sera détruite, mais sa population, elle prendra le chemin d'un nouveau devenir vers un havre de paix plus serein et plus prometteur. Alors mes amis, dites-moi, pourquoi parle-t-on de génocide s'il existe une telle population aussi nombreuse qui devra chercher un nouvel havre de paix? Je vous dis shalom, à très bientôt. Et voilà de la matière à réfléchir face à la crapulerie internationale. Shalom, shalom.